Bonjour à tous, l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le nouveau chapitre qui est le chapitre 21 et c'est le premier chapitre d'algèbre linéaire de l'année, c'est pas le dernier, et il porte sur les acteurs principaux de l'algèbre linéaire qui sont les espaces vectoriels et les applications linéaires. Spécifiquement, le cours d'aujourd'hui aura pour objectif de donner la définition et des exemples d'espaces vectoriels et de sous-espaces vectoriels. Alors, on va rentrer directement dans le cœur du sujet, alors en disant tout d'abord qu'on va continuer à prendre notre convention usuelle. On va désigner par K soit R ou C, donc le corps des réels ou le corps des complexes, et on va définir la notion de K espace vectoriel, KEV en abrégé. Un K espace vectoriel, c'est un ensemble E qui est muni de deux lois, une loi plus, qui va être une loi de composition interne, un couple d'éléments de E, on va associer un nouvel élément de E. Alors, ces éléments de E, on va les noter U avec une flèche, V avec une flèche, pour indiquer, pour faire le parallèle avec les vecteurs, avec la notation vectorielle, et d'une loi qui va être une loi, alors pas une loi de composition interne cette fois-ci, mais une loi externe, la multiplication par un scalaire, un couple donc constitué d'un élément de K et d'un élément de E. Au couple lambda U, on va associer lambda.U, c'est-à-dire donc que la loi plus et la loi point sont respectivement l'addition et la multiplication par un scalaire. Ces deux lois devront être assujetties aux 9 axiomes écrits ci-dessous. Alors 9, mais ils sont numérotés de 1 à 5. Alors pourquoi? Parce que le premier axiome, c'est que E muni de la loi plus, muni de l'addition, doit être un groupe abélien, et vous savez qu'à l'intérieur de ça, il y a 5 conditions, à savoir que plus doit être une loi de composition interne, qui doit être associative, pour laquelle il doit exister un élément neutre, où tout élément de E doit posséder un inverse pour cette loi, et la dernière condition, parce que c'est un groupe abélien, c'est que la loi plus doit être commutative. Donc le premier axiome en contient 5. Les axiomes qui suivent sont des axiomes qui sont standards si vous pensez à l'addition et à la multiplication par un scalaire pour les vecteurs usuels, à savoir que une fois le vecteur U, ça doit donner le vecteur U. Lambda fois U plus V, ça va donner lambda U plus lambda V. Bon, voilà ce que racontent les axiomes qui sont en dessous. Et voilà pour ce qui est la définition formelle de ce qu'est un K espace vectoriel. Donc un ensemble muni de deux lois, une loi de composition interne, une loi externe, vérifiant les 9 axiomes qui sont ci-dessous. Si vous avez compris cette définition d'espace vectoriel, c'est parfait, chapeau, il n'y a rien à dire. Maintenant, elle est très formelle, elle est très abstraite. Vous pouvez avoir en tête, et je vous recommande d'avoir en tête, une définition informelle, mais plus parlante d'espace vectoriel, et qui est la suivante. La suivante, en fait, ce qu'il suffit d'avoir en tête, ce qu'il est même important finalement d'avoir en tête, c'est qu'un espace vectoriel, c'est donc un ensemble dans lequel on dispose de deux lois qui sont l'addition, la multiplication par un scalaire. Donc on va donner une définition informelle, définition informelle, définition bis. Un K espace vectoriel, c'est un ensemble E, dans lequel on dispose de deux lois qui sont l'addition et la multiplication par un scalaire. Multiplication par un scalaire. Ces deux lois devront vérifier donc les 9 axiomes précédents. Et un exemple standard de situation, un exemple standard d'espace vectoriel, c'est R2, c'est-à-dire l'espace des vecteurs du plan. En effet, quand vous travaillez dans R2, quand vous travaillez dans le plan usuel, et que vous considérez deux vecteurs, ils ont U et V, vous êtes capable de faire la somme de ces deux vecteurs-là. Vous avez défini ce que c'est. Vous êtes capable de donner un sens à ce qu'est le vecteur U plus V. Donc vous construisez ça avec la règle du parallélogramme, là. Enfin, vous avez fait des trucs comme ça quand vous étiez petit. Donc vous êtes capable de donner un sens à U plus V. Vous êtes capable de donner un sens à ce que va être le vecteur 2 fois V, disons. Donc là, ça doit être un peu plus que 2 fois V, mais enfin bon, tant pis, c'est pas grave, le cavalier.
Donc, vous êtes capable, dans R2, avec les vecteurs du plan, de définir ce que c'est que l'addition, de définir la multiplication par un scalaire, et de vérifier que cette addition, cette multiplication par un scalaire, vérifie effectivement les 9 axiomes précédemment évoqués dans la définition très formelle d'espace vectoriel. En fait, je vous recommande d'avoir en tête, au moins pour le début de ce cours, que un espace vectoriel, bah, c'est ça, c'est un ensemble dans lequel vous avez une addition, une multiplication par un scalaire, qui possède des propriétés raisonnables. Ça veut dire quoi, propriétés raisonnables? Bah, les mêmes propriétés que l'addition et la multiplication par un scalaire quand vous travaillez avec des vecteurs de R2, avec des vecteurs du plan. Voilà pour ça, et voilà pour juste la définition d'espace vectoriel. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, il y a un tout petit truc à remarquer, enfin deux petites choses à remarquer. Premièrement, pour l'addition, il y a toujours un élément neutre. Cet élément neutre, traditionnellement, il est noté 0 quand on note l'élément neutre pour l'addition. Ici, comme on travaille dans des espaces vectoriels, on va le noter vecteur nul. Et pour indiquer que si on veut vraiment être très, très précis et pour bien indiquer que c'est le vecteur nul dans l'espace vectoriel E, on peut mettre un E ici en indice. Du coup, le vecteur nul, quand vous travaillez dans R2, le vecteur nul, bah, ça va être le vecteur qui va être noté 0, indice R2. D'accord? Donc voilà pour ce vecteur particulier. De plus, quand on va travailler dans un espace vectoriel, les éléments de cet espace vectoriel, donc quand on travaille dans un espace vectoriel E, les éléments de E, on va les appeler des vecteurs. Alors, ça, c'est pas très choquant, spécialement quand vous travaillez justement avec les vecteurs du plan. Appeler vecteur un vecteur de R2, ça va, c'est cohérent. Là où ça devient un peu rigolo, c'est lorsque les espaces vectoriels qu'on considère ne sont plus naturellement, disons, constitués de vecteurs au sens usuel du terme. Alors, je m'explique. Ce qu'il faut voir pour aller plus loin, c'est que, en fait, tous les ensembles, ou presque tous les ensembles dans lesquels on a travaillé depuis le début de l'année, sont naturellement des espaces vectoriels. Alors, on va être plus explicite que ça quand même. On dispose d'une très impressionnante collection d'espaces vectoriels qu'on va appeler espaces vectoriels de référence. Ces espaces vectoriels de référence, quels sont-ils? Bah, premièrement, comme on l'a évoqué, R2, donc l'ensemble des vecteurs du plan usuel, R3, l'espace usuel, Rn, les n-uplets de réel, ça, ce sont des R espaces vectoriels. Pour donner un autre exemple, quand vous travaillez avec les suites réelles, donc R exposant N, bah R exposant N, c'est aussi un R espace vectoriel. Pourquoi? Bah parce que dans l'ensemble des suites réelles, vous disposez de deux lois, vous disposez d'une addition, vous disposez d'une multiplication par un scalaire. Vous êtes capable d'ajouter deux suites, de faire la somme de deux suites, vous êtes capable de multiplier une suite par un scalaire, de donner un sens à ça, et de vérifier, si vous êtes très patient, que les 9 axiomes qui sont dans la définition d'espace vectoriel sont effectivement satisfaits pour cette addition et cette multiplication par un scalaire. Donc, retenez que dès que vous savez faire l'addition, dès que vous savez multiplier par un scalaire des éléments de votre ensemble, en gros, ça va être un espace vectoriel. Bon, c'est un raccourci très informel, mais c'est un raccourci assez pratique et puis assez juste souvent. R entre crochets X, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes à coefficient réel, ça aussi, c'est un R espace vectoriel. Quand vous avez deux polynômes, vous êtes capable de les ajouter, vous êtes capable de multiplier un polynôme par un scalaire, et de nouveau, vous êtes capable aussi de vérifier que les 9 axiomes, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un exemple d'espace vectoriel, de R espace vectoriel. Évidemment, on aurait pu mettre, dans les deux exemples précédents, au moins, C à la place de R. Donc C entre crochets X, ça va être un C espace vectoriel, donc le C espace vectoriel des polynômes à coefficient complexe. On aurait pu mettre K, plus généralement, K entre crochets X, c'est les K espace vectoriel des polynômes à coefficient dans K. Vous en avez encore d'autres, évidemment, vous en avez encore d'autres. Vous avez aussi, on a travaillé en analyse avec les espaces de fonctions. Si vous considérez l'ensemble des fonctions de classe, je sais pas, C1, disons, sur I, où I désigne un intervalle de R, et à valeur dans R,
on pourrait mettre C ou K hein, de nouveau, ça aussi, ça va être un R espace vectoriel parce que quand vous prenez deux fonctions de classe C1, leur somme, c'est encore une fonction de classe C1. Quand vous prenez une fonction de classe C1, vous pouvez être capable de la multiplier par un scalaire. Donc vous avez encore dans cet ensemble-là deux lois qui sont l'addition, la multiplication par un scalaire et qui vont bien satisfaire les 9 axiomes, etc. etc. Donc ça, c'est encore un R espace vectoriel. Alors, on peut faire plein de choses. Hein. On peut choisir tout d'abord l'intervalle I à sa guise, c'est une première possibilité. On peut mettre ici R ou C ou K, mais à chaque fois, ça nous donnera un espace vectoriel. Et puis, à la place de C1, on peut mettre C0 ou C2 ou Cn d'une manière plus générale ou C infini. Et tout ça, ça va donner des espaces vectoriels. Pour terminer cette collection de familles d'espaces vectoriels, il y en a un dernier qui est l'espace vectoriel des matrices, enfin les espaces vectoriels de matrices plutôt. Alors je vais noter ça comme ça, donc M, indice NP, entre parenthèses K, donc l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficient dans K, ça aussi ça va être un K espace vectoriel, pour la bonne raison qu'on dispose sur cet ensemble de matrices d'une addition, d'une multiplication par un scalaire, et qui vérifie bien toutes les conditions qu'on attend qu'elle vérifie pour pouvoir parler d'espace vectoriel dans ce contexte-là. Donc, on va résumer, parce que le cours sur les espaces vectoriels s'arrête ici, pour l'instant. La définition tout d'abord. Un espace vectoriel, c'est un ensemble dans lequel on dispose de deux lois, une addition, une multiplication par un scalaire, qui satisfont des conditions raisonnables, à savoir celles que l'on a sur les vecteurs usuels quand on travaille dans le plan. Exemple standard justement d'espace vectoriel, R2, le plan réel, l'ensemble des vecteurs du plan réel usuel, c'est un R espace vectoriel. Une fois que vous avez cette définition informelle en tête et cet exemple standard, ce qu'il convient de savoir, c'est que il y a une collection d'espaces vectoriels de référence qui sont les espaces vectoriels évoqués ici. Donc les espaces vectoriels de vecteurs usuels, les espaces vectoriels de suite, les espaces vectoriels de polynômes, les espaces vectoriels de fonctions, les espaces vectoriels de matrices. Pour chacun de ces espaces vectoriels, vous n'aurez jamais à démontrer que effectivement c'en est un. C'est-à-dire que ceux-ci, ce sont des résultats de référence, des résultats usuels du cours. On ne vous demandera jamais montrer que l'ensemble des polynômes à coefficient réel est un R espace vectoriel. Pourquoi on vous le demandera jamais? On vous le demandera jamais parce que c'est pas intéressant, vous comprenez? Ça veut dire que il faudra vérifier que les 9 axiomes qui concernent la loi plus et la multiplication par un scalaire sont vérifiés dans R de X, c'est-à-dire que l'addition est effectivement une loi de composition interne qui a un vecteur nul, qui est le polynôme nul en l'occurrence, etc., etc. Donc on va enfoncer porte ouverte sur porte ouverte. Donc ce qui est important, c'est de savoir que ceux-ci, ce sont des espaces vectoriels de référence, et de savoir qu'on ne vous demandera jamais de démontrer aucun de ces résultats. Voilà pour cette première partie. La seconde partie consiste à définir la notion de sous-espace vectoriel. Alors ici, finalement, le plan de ce chapitre, pour l'instant, est assez similaire à celui que l'on avait fait sur les groupes, puisque, après avoir introduit la notion de groupe, on avait présenté celle de sous-groupe, et bien là, c'est le même plan. C'est le même plan. Donc, définition. On va définir la notion de sous-espace vectoriel cette fois-ci. Alors, le contexte est le suivant. On considère E un K espace vectoriel. Et ce que l'on va appeler un sous-espace vectoriel de E, donc F est un sous-espace vectoriel de E si F est contenu dans E et F est lui-même un K espace vectoriel. Voilà pour la définition extrêmement formelle de ce qu'est un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire une définition qu'en pratique on n'utilisera jamais. Parce que là, cette fois-ci, on pourra vous demander de montrer qu'une partie donnée est effectivement un sous-espace vectoriel. Et si vous étiez amené à utiliser cette définition, vous devriez prouver donc une inclusion tout d'abord, donc F est contenu dans E, et vous devriez prouver les 9 axiomes, là, vous savez, de la définition du début, pour pouvoir affirmer que F est un K espace vectoriel. Donc on ne le fera jamais. On ne le fera jamais, on utilisera à la place
dans un premier temps au moins, une propriété qu'on peut appeler dans un premier temps caractérisation des sous-espaces vectoriels. Donc caractérisation des sous-espaces vectoriels. On reprend le même contexte que précédemment. Donc on considère E un K-espace vectoriel et F va être un sous-espace vectoriel de E si quatre conditions, dans un premier temps, 4 conditions sont vérifiées. Ces 4 conditions, on va les appeler. Tiens, vous vous souvenez, les conditions pour les sous-groupes, on les appelait SG1, SG2. Là, on va les appeler SEV1, SEV2, SEV3, SEV4. La première condition, c'est l'inclusion. F est contenu dans E. La deuxième condition, c'est que le vecteur nul de E, c'est-à-dire le neutre pour la loi plus, appartient à F. Donc ça peut vous faire penser aux deux premières conditions pour montrer que H est un sous-groupe de G. H doit être contenu dans G, et puis le neutre de G doit appartenir à H. Troisième condition. La troisième condition, c'est que F va être stable par somme. C'est-à-dire que à chaque fois que vous prenez deux vecteurs U et V qui appartiennent à F, donc ce que je note ça comme ça, c'est pas très précis, mais c'est pour gagner un peu de place sur le tableau. Donc si on considère deux vecteurs U et V qui appartiennent à F, alors la somme U plus V appartient à F. Et la dernière condition, c'est que F doit être stable par multiplication par un scalaire. Donc à chaque fois qu'on prend un scalaire, donc un élément de K, et à chaque fois qu'on prend un vecteur dans F, eh bien, donc lambda appartenant à K, U appartient à F, lambda fois U appartient à F. D'accord? Donc on va dire que F sera un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E s'il vérifie ces quatre conditions, SEV1, SEV2, SEV3, SEV4, qui sont F est contenu dans E, le vecteur nul appartient à F, F est stable par somme, et F est stable par multiplication par un scalaire. Du coup, exemple de sous-espace vectoriel. Exemple de sous-espace vectoriel. Hop là. Premier exemple, pour pas aller chercher trop loin. Vous prenez l'ensemble des fonctions de classe C1 définies sur R, à valeur dans R. Eh bien, ceci, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions. Je vais y arriver. De l'espace vectoriel des fonctions qui sont continues sur R à valeur dans R. Alors, pourquoi ça? Pourquoi ça? Bon, tout d'abord, la première condition, SEV1, la première condition, c'est l'inclusion. D'accord? Alors, l'ensemble des fonctions de classe C1 est contenu dans l'ensemble des fonctions de classe C0. Bon, alors ça va, c'est pas trop dur. Si une fonction est continuellement dérivable, alors a fortiori, elle est juste continue. D'accord? Donc ça, c'est pour la condition SEV1. Donc celle-là, ok. La condition SEV2, elle consiste à dire que l'élément neutre, le vecteur nul dans cet espace vectoriel, E, appartient aussi à F, c'est-à-dire à C1. Le vecteur nul, ici, c'est la fonction nulle, c'est la fonction constante égale à 0 sur R. D'accord? On travaille dans des espaces de fonctions. Dans ces espaces de fonctions, pour l'addition, le vecteur nul, l'élément neutre, c'est la fonction qui est constante égale à 0. Alors évidemment, cette fonction qui est constante égale à 0, c'est aussi une fonction qui est de classe C1 sur R, qui est même de classe C infinie si vous voulez. Donc voilà pour la condition SEV2. La condition SEV3, elle consiste à dire que donc, C1 est stable par somme. Bon voilà, si vous prenez deux fonctions qui sont de classe C1, donc deux fonctions qui sont dérivables et à dérivée continue, alors leur somme l'est encore. Bon ok, ça vous le savez, ça c'est les théorèmes généraux sur la dérivation, essentiellement. La condition SEV4, c'est celle qui consiste à dire que si vous prenez donc lambda réel,
Et si vous prenez f, une fonction qui est de classe C1 sur R à valeur dans R, alors lambda f est aussi de classe C1, ce qui est encore une banalité, ce qui est encore un théorème général, disons, sur les fonctions de classe C1. Donc avec ces 4 axiomes, on a prouvé que l'ensemble des fonctions de classe C1, c'est mieux qu'un ensemble, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions qui sont continues sur R à valeur dans R. Donc voilà pour cet exemple-là. Un autre exemple, alors dans un autre contexte, on a qu'à prendre dans le cadre des polynômes par exemple. Dans le cadre des polynômes, on considère R3 entre crochets X. Alors vous savez que ça désigne l'ensemble des polynômes qui sont de degré au plus égal à 3. Et bien ça, c'est un sous-espace vectoriel de R entre crochets X de l'espace vectoriel des polynômes. Et de nouveau, pourquoi? Alors, il faut vérifier les 4 conditions. Donc, la condition SEV1, c'est l'inclusion. Bon, évidemment, R3 de X est contenu dans R de X. La condition SEV2, c'est le vecteur nul dans R de X, c'est-à-dire le polynôme nul. C'est un polynôme qui est dans R3 de X. Oui, le polynôme nul, il est bien de degré inférieur ou égal à 3. Les deux dernières conditions, SEV3 et SEV4, c'est la stabilité pour l'addition. Quand vous prenez deux polynômes qui sont de degré inférieur ou égal à 3, alors la somme est encore de degré inférieur ou égal à 3. Donc R3 de X est stable pour la somme. Et puis, quand vous prenez un polynôme, P, qui est dans R3 de X, quand vous prenez lambda un réel, lambda fois P, on va être encore de degré inférieur ou égal à 3. Et ça, c'est une propriété que vous connaissez sur les polynômes. Donc ça, du coup, les 4 axiomes SEV1 jusqu'à SEV4 sont vérifiés pour R3 de X, et donc ça permet d'affirmer que R3 de X est un sous-espace vectoriel de R de X, le sous-espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Troisièmement, dans le contexte des matrices, par exemple, des matrices, on va considérer des 3, des 3 de K, donc qui désigne l'ensemble des matrices diagonales à coefficient dans K, et qui sont à 3 lignes et 3 colonnes. Et bien ça, c'est un sous-espace vectoriel de M3 de K, parce que, de nouveau, les 4 conditions, alors l'inclusion est vérifiée, évidemment, le vecteur nul dans M3 de K, c'est la matrice nulle, mais la matrice nulle, c'est bien une matrice diagonale. La somme de deux matrices diagonales est encore une matrice diagonale. Quand vous prenez une matrice diagonale et que vous la multipliez par un scalaire, c'est encore une matrice diagonale. De nouveau, les 4 axiomes sont vérifiés. De nouveau, D3 de K, c'est un sous-espace vectoriel de M3 de K. Pour terminer, qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore dans le cadre des suites? Tiens, dans le cadre des suites, vous prenez à l'intérieur du cadre des suites, qu'est-ce qu'on va considérer par exemple pour que ce soit rigolo, vous prenez F qui est l'ensemble des suites réelles constantes. Et bien ça, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites. En effet, F est contenu dans E. Le vecteur nul dans l'espace vectoriel des suites, c'est la suite nulle. La suite nulle, c'est bien une suite qui est constante. La somme de deux suites constantes est encore une suite constante. Quand vous prenez une suite constante et que vous la multipliez par un réel, vous obtenez encore une suite constante. Donc, les 4 axiomes sont vérifiés pour pouvoir affirmer que F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites. 4 bis. Vous considérez G, disons, pour ne pas l'appeler F, pour ne pas faire référence à ce qui est au-dessus, l'ensemble des suites réelles croissantes. Alors, croissante, vous savez, ça veut dire croissante au sens large. Est-ce que ceci est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites réelles? Alors évidemment, si je pose la question alors que dans les 4 exemples précédents, je ne l'ai pas posé, c'est que la réponse est peut-être non. Alors pourquoi c'est non? On doit vérifier les 4 axiomes, donc SEV1, 2, 3 et 4.
Premier axiome, SEV1, il s'agit de vérifier que G est contenu dans l'espace vectoriel des suites. Bon, alors ça, ok, d'accord, ça marche, il n'y a pas de problème. Deuxième, donc le SEV1, c'est bon. SEV2, le vecteur nul dans l'espace vectoriel des suites, c'est la suite nulle. Et la suite nulle, bah, c'est bien une suite qui est croissante, au sens large. Donc, c'est bon. Quand vous prenez deux suites réelles croissantes et que vous en faites leur somme, vous obtenez encore une suite réelle croissante. Jusque-là, tout va bien. SEV1, SEV2, SEV3 sont vérifiés. SEV4, stabilité par multiplication par un scalaire. Alors, ça par contre, vous vous en doutez, peut-être ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, si vous prenez une suite croissante, U, et vous la multipliez par un scalaire, la suite lambda U ne va pas forcément être croissante. Exemple, vous prenez la suite de termes général n, par exemple. Alors ça, ok, pas de souci, c'est bien une suite qui est croissante, et vous la multipliez par moins 1, ou par n'importe quoi qui est strictement négatif, évidemment, vous n'obtenez plus du tout le terme général d'une suite qui est croissante. Donc, ce qui va être mis en défaut ici, c'est la condition SEV4, c'est-à-dire que l'ensemble des suites réelles croissantes n'est pas stable par multiplication par un scalaire. Donc, puisque cet axiome-là est mis en défaut, eh bien, l'ensemble des suites réelles croissantes n'est pas un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites. Allez, tiens, pour vous donner un autre exemple de quelque chose, un autre contre-exemple, ou un autre exemple de quelque chose qui n'est pas un sous-espace vectoriel, dans R2X, on aurait pu considérer l'ensemble qu'on va noter F, si ça ne vous dérange pas, qui est l'ensemble des polynômes de degré 3, exactement de degré 3. Donc l'ensemble des P appartenant à R2X tel que le degré de P est égal à 3. Alors ceci, bah, ce n'est pas un sous-espace vectoriel non plus, alors pour tout un tas de raisons, mais pour au moins une bonne, c'est que le vecteur nul, donc le polynôme nul, n'est pas un polynôme qui est de degré 3, donc la condition SEV2, ici, elle est même pas vérifiée. D'accord? Donc voilà pour ces premiers exemples et pour ces premiers contre-exemples de sous-espace vectoriel. Alors, je vais vous donner des exercices à faire pour la fin de cette semaine. Et dans ces exercices, il s'agira de montrer que des parties sont des sous-espaces vectoriels ou de montrer que ce n'en sont pas en utilisant la caractérisation que l'on a vue précédemment, donc celle des 4 axiomes SEV1, SEV2, SEV3, SEV4. Pour achever ce cours, j'aimerais quand même vous indiquer quelque chose, c'est que au lieu de vérifier 4 axiomes, on peut seulement, entre guillemets, en vérifier 3. Alors je vais expliciter. Alors c'est une nouvelle propriété, si vous voulez, c'est caractérisation des sous-espaces vectoriels bis. On prend E, un cas espace vectoriel. À l'intérieur de celui-ci, on va considérer F, et donc bah, F va être un sous-espace vectoriel de E si 3 conditions sont vérifiées, 3 axiomes sont vérifiés. Le premier ne change pas, F est contenu dans E. Le deuxième ne change pas, le vecteur nul de E appartient à F. Et le troisième, alors je l'ai noté SEV3' dans le PDF, bah en fait ça va être une combinaison des deux axiomes SEV3 et SEV4, dire que c'est stable pour l'addition et stable par multiplication par un scalaire, bah finalement ça va être équivalent à dire que F est stable par combinaison linéaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez un couple de scalaires, donc un couple de scalaires lambda mu, un couple appartenant à K2, donc quel que soit lambda mu appartenant à K2, quel que soit le couple UV de vecteurs de F que l'on considère, lambda fois le vecteur U plus mu fois le vecteur V appartient à F, et donc ce dernier axiome, il signifie que F est stable par combinaison linéaire. Vous voyez, donc ce qui va être équivalent à dire que F est stable par addition et par multiplication par un scalaire.
Du coup, avec cet axiome-là, on peut faire une petite économie, ça va un tout petit peu plus vite. En général, c'est pas plus compliqué de démontrer ceci. Voilà pour cette nouvelle caractérisation des sous-espaces vectoriels. Donc, on résume le cours d'aujourd'hui et les objectifs du cours d'aujourd'hui. Premièrement, définition d'espace vectoriel. Vous avez retenu un espace vectoriel, c'est un ensemble dans lequel on a une addition, une multiplication par un scalaire, et ces lois jouissent de propriétés raisonnables. Qui sont quoi ces propriétés raisonnables? Les mêmes que l'addition et la multiplication par un scalaire quand vous travaillez avec les vecteurs de R2. D'ailleurs, R2, l'espace des vecteurs du plan usuel, c'est un exemple standard d'espace vectoriel. Une fois que vous avez cette définition, retenir les espaces vectoriels de référence. Presque tous les ensembles avec lesquels on a travaillé depuis le début de l'année sont des espaces vectoriels. Les espaces vectoriels des suites, les espaces vectoriels des polynômes, des matrices, des fonctions, les espaces vectoriels R2, R3, Rn, tout ça, ce sont des espaces vectoriels qui sont des espaces vectoriels de référence. Vous n'avez jamais à démontrer qu'un de ces ensembles-là est un espace vectoriel. Fin du film pour les espaces vectoriels. Pour les sous-espaces vectoriels, il y a une définition. La définition, vous pouvez l'oublier, elle ne sert pratiquement jamais. Ce qui est très important, c'est de retenir la caractérisation. Un sous-espace vectoriel, c'est ce que l'on a mis ici. C'est une partie d'un espace vectoriel qui contient le vecteur nul et qui est stable par multiplication par un scalaire, qui est stable par addition. En résumé, qui est stable par combinaison linéaire. Qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question? Ce qu'on peut vous poser comme question pour l'instant à ce niveau du cours, c'est montrer que tel machin est un sous-espace vectoriel de tel espace vectoriel usuel. Comment vous faites pour ceci? Alors, pour l'instant, vous avez une seule méthode à votre disposition, et la méthode, c'est celle qui consiste à vérifier ces trois axiomes-là, ou, si vous n'êtes pas à l'aise avec le troisième qui est ici, les quatre axiomes de la première caractérisation des sous-espaces vectoriels que l'on avait donné. Votre job, ce sera quoi d'ici le prochain cours? Eh ben, ce sera d'essayer de faire les exercices d'application que je vais vous donner, où justement vous devrez montrer que des parties sont des sous-espaces vectoriels ou n'en sont pas. Voilà, donc n'hésitez pas à poser plein de questions si vous en avez, et à bientôt pour de nouvelles aventures en algèbre linéaire.